Un billet froissé de 5 € glissa sur la table et s'arrêta devant elle, comme un défi que personne n'avait prononcé à voix haute. La pluie martelait les vitres du petit bistrot presque vide près de Limoges quand Claire Moreau, une serveuse noire, arrivant au bout d'un autre double service brutal, baissa les yeux vers l'homme assis seul à la table 6. Il sentait la laine mouillée et les nuits froides, les mains tremblantes autour d'une tasse de café ébréchée. Pour tout le monde, ce n'était qu'un vieux sans-abri de plus, entré trop tard et demandant trop peu. Mais quelque chose dans son regard fit hésiter Claire. Le patron du bistrot avait déjà tenté de le chasser. Claire s'interposa sans réfléchir, lui offrant une soupe, de la baguette et une place près du poêle, assez frais. Elle ne savait pas que l'homme penché sur ce bol était en réalité Jean-Louis Beaumont, un milliardaire reclus déguisé en mendiant, en quête d'une preuve que l'humanité existait encore au-delà des salles de conseil et des avocats de succession. Quand Jean-Louis eut fini de manger, il se leva lentement et laissa un seul billet de 5 € sur la table. Pour Claire, 5 € représentaient le ticket de car régional. Une partie de son loyer. Des médicaments pour sa petite fille. La salle sembla retenir son souffle quand elle le ramassa, puis le repoussa doucement dans sa paume. « Je ne peux pas accepter ça, dit-elle à voix basse. Ici, les clients ne paient pas la gentillesse. » Cette phrase frappa Jean-Louis plus fort que n'importe quelle perte en affaires. Il avait passé sa vie entouré de cupidité, surtout celle de ses propres enfants, Philippe et Isabelle Beaumont, qui tournaient déjà autour de sa fortune comme des vautours. Dans ce bistrot usé, trempé de pluie et dépouillé de statues, Jean-Louis trouva ce que l'argent ne lui avait jamais acheté, une dignité offerte librement. Et à cet instant, avec seulement 5 € entre eux, le destin d'un empire de plusieurs milliards changea pour toujours, en silence. Quand Jean-Louis Beaumont ressortit sous la pluie, le billet encore tiède dans sa paume, quelque chose en lui s'était déjà fendu. Pendant des décennies, il avait régné du haut des tours de verre et des avions d'affaires, craint dans les salles de conseil et obéissant qu'on le questionne. Son empire valait des milliards, mais son monde était devenu douloureusement étroit. Une semaine plus tôt, un médecin au regard attentif et à la voix stable lui avait asséné la vérité. Aucune fortune ne pouvait négocier un cancer de stade 4. Des mois, pas des années. L'horloge n'était plus théorique. Quand Jean-Louis l'annonça à ses enfants, leurs réactions confirmèrent ce qu'ils soupçonnaient depuis longtemps, mais refusaient d'affronter. Philippe demanda aussitôt des informations sur les actions de contrôle. Isabelle voulut être rassurée sur la protection des fiducies. Aucun des deux ne demanda combien de temps il lui restait, aucun ne demanda comment il se sentait. À cet instant, Jean-Louis comprit avec une clarté terrifiante que son héritage ne serait pas porté par l'amour, mais dévoré par la cupidité. Le sommeil ne vint pas cette nuit-là. À la place, une idée prit forme, dangereuse, simple et définitive. Si le sang ne pouvait pas être digne de confiance, peut-être que le caractère le pouvait. Jean-Louis décida de tester le monde comme le monde teste les impuissants. Il se dépouilla de son statut, s'enveloppa de haillons, et entra dans des lieux où son nom ne signifiait rien. Les résultats furent brutaux. Les hôtels de luxe le repoussèrent sans même le regarder. Les restaurants raffinés le reconduisirent dehors comme s'il était contagieux. Des agents de sécurité le poussèrent sous la pluie tandis que les clients faisaient semblant de ne rien voir. Dans chaque espace poli construit par l'argent, l'humanité disparaissait dès l'instant où la dignité ne pouvait plus payer l'entrée. À la 5e humiliation, Jean-Louis sentit poindre quelque chose qui ressemblait au désespoir. Pas à cause de la façon dont on le traitait, mais parce que c'était constant, prévisible, froid. Puis il y eut le bistrot. Dans cette salle vacillante, tachée de graisse, personne ne savait qui il était. Et pourtant, Claire Moreau le vit. Elle ne demanda pas ce qu'il pouvait offrir. Elle ne tressaillit pas à son odeur ni à ses vêtements. Elle ne joua pas la gentillesse pour obtenir des applaudissements. Elle agit simplement, en silence, instinctivement, à ses propres dépens. Quand Jean-Louis repensa à ces mots, « Les clients ne paient pas la gentillesse », ils résonnèrent plus fort que n'importe quel discours qu'il avait prononcé. Claire avait moins que rien, et pourtant elle lui donna de la dignité sans hésiter. Pas parce que cela l'avantageait, mais parce que c'était juste. Debout dans la ruelle où son chauffeur attendait en silence, Jean-Louis redressa les épaules. Le test était terminé. Il n'avait pas trouvé d'héritier dans sa lignée. Il en avait trouvé une en la personne d'une femme qui traitait un inconnu comme un être humain quand personne ne regardait. Et cette prise de conscience allait bientôt ébranler son empire bien plus violemment que sa mort ne l'aurait jamais fait. La vérité que Jean-Louis Beaumont ne pouvait plus ignorer,
c'était celle-ci, ceux qui lui étaient le plus proches ne l'avaient jamais vraiment été. Pendant des années, il avait excusé cela par l'ambition. Il se disait que Philippe et Isabelle étaient tranchants parce que le monde l'était, impitoyable, parce que la réussite l'exigeait. Il avait récompensé leur efficacité glaciale, financé leurs excès, étouffé leurs échecs avec de l'argent. Ce faisant, il les avait bien formés mais pas comme des êtres humains. Face à la fin, l'illusion s'effondra. Quand Jean-Louis restait éveillé la nuit, ce n'était pas la peur de mourir qui le hantait. C'était la certitude que tout ce qu'il avait construit deviendrait du carburant pour des gens qui n'avaient jamais rien construit eux-mêmes. Ses enfants ne voyaient pas une vie de travail. Ils voyaient un levier, du contrôle, un dû. Même dans la maladie, ils planaient comme des comptables au-dessus d'un bilan, attendant le dernier chiffre. Jean-Louis comprit quelque chose d'amer et de libérateur à la fois. L'héritage ne se reçoit pas, il se mérite. Claire Moreau avait mérité ce que ses enfants n'avaient jamais eu. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ne connaissait pas sa richesse. Elle ne savait même pas s'il reviendrait un jour. Pourtant, elle l'avait traité avec une dignité qui lui coûtait plus que de l'argent. Cela lui coûtait sa sécurité. Elle donna alors qu'elle se tenait au bord de tout perdre elle-même. Ce genre de caractère ne s'enseigne pas dans une école de commerce et ne s'achète pas avec des fonds de fiducie. Tandis que les lumières de la ville se brouillaient derrière les vitres teintées de sa voiture, Jean-Louis sentit une clarté inconnue. Pour la première fois depuis des décennies, il ne calculait plus le risque. Il ne protégeait plus des actifs. Il choisissait du sens. Il pensa aux yeux fatigués de Claire, à sa voix posée, à la façon dont elle parlait de sa fille sans amertume, avec un espoir discret. Il pensa à la manière naturelle dont elle prenait en charge le confort d'un étranger, non parce que c'était attendu, mais parce que c'était humain. C'était à ce genre de personne que son empire devait appartenir, pas à quelqu'un qui l'exploiterait, mais à quelqu'un qui protégerait les autres avec. Jean-Louis savait ce qui suivrait. Indignation, procès, humiliation publique, accusation de folie. Ses enfants le traiteraient de cruel. Les médias le diraient imprudent. Les avocats le mettraient en garde contre les conséquences. Mais plus rien de tout cela ne comptait, parce que dans un bistrot trempé de pluie, privé de pouvoir et d'identité, Jean-Louis avait enfin vu la vérité. Une fortune laissée aux mauvaises mains est une malédiction. Une fortune placée dans le bon cœur est une seconde chance. Et pour la première fois depuis son diagnostic, Jean-Louis Beaumont se sentit en paix. Pas parce qu'il allait mourir, mais parce qu'il savait enfin qu'il méritait de vivre à travers ce qu'il laisserait. Jean-Louis Beaumont ne prit pas cette décision à la légère, mais une fois prise, elle s'enserra en lui avec le poids de la vérité. De retour dans son appartement haussmannien à Paris, entouré de sols de marbre et d'un silence que l'argent avait acheté sans jamais l'adoucir, Jean-Louis rejoua la scène encore et encore. Claire Moreau sous des néons durs, l'épuisement gravé dans sa posture. La façon dont elle parlait de sa fille, sans demander de compassion, sans implorer d'aide, en énonçant simplement les faits, et en choisissant malgré tout la gentillesse. Elle ne savait pas qu'on l'observait. C'était cela qui comptait le plus. Il fit venir son avocat avant l'aube. L'homme arriva avec des blocs de papier et un regard prudent, déjà conscient de l'orage qui venait. Maître Bernard Lefebvre. Êtes-vous certain de cette direction ? Demanda-t-il. Jean-Louis n'hésita pas. Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans ma vie. Ils passèrent les détails en revue lentement. Structure de fiducie, calendrier verrouillé, garde-fou, tout était conçu pour protéger Claire de ce qui viendrait inévitablement ensuite. Parce que Jean-Louis n'était pas naïf, il savait que ses enfants n'accepteraient pas cela en silence. Philippe menacerait. Isabelle manipulerait. Il traiterait Claire d'arriviste, l'accuserait de manœuvre, traînerait son passé dans les gros titres et les tribunaux. C'est pourquoi Jean-Louis insista sur le secret. Claire ne saurait pas encore. La fortune serait scellée, la bénéficiaire non nommée avant sa mort. Que les vautours croient avoir gagné. Qu'il se dévoile complètement. Tandis que le stylo flottait au-dessus de la dernière page, Jean-Louis s'interrompit, non par doute, mais par réflexion. Il pensa à ce que ferait Claire si, soudain, elle avait du pouvoir. Non pas le luxe qu'elle pourrait s'offrir, mais la dignité qu'elle rendrait. Il imagina sa fille ne comptant plus jamais les inhalateurs ni les avis d'expulsion. Il imagina des employés traités comme des personnes, pas comme des chiffres.
Il imagina un empire qui n'écraserait plus ceux qui se trouvaient en dessous. Cette serveuse, murmura Jean-Louis, a plus d'intégrité que toutes les salles de conseil où j'ai siégé. La pointe du stylo toucha le papier. À cet instant, Jean-Louis Beaumont fit quelque chose de radical. Il rejeta le sang au profit du caractère. Il choisit l'humanité plutôt que l'héritage tel qu'on le définissait traditionnellement. Et pour la première fois depuis son diagnostic, la peur desserra son étau. Parce que la mort ne ressemblait plus à une fin. Elle ressemblait à une correction. Loin à l'autre bout de la ville, Claire Moreau essuyait son comptoir dans le bistrot, inconsciente que son geste discret de décence venait de réécrire l'avenir d'un empire. Elle s'inquiétait du loyer, de l'école de sa fille, de savoir si les pourboires du lendemain suffiraient. Elle ignorait que sa gentillesse, donnée librement sans témoin, avait franchi une limite qu'aucune somme d'argent n'aurait jamais pu franchir. Et bientôt, que le monde soit prêt ou non, cette gentillesse serait mise à l'épreuve bien au-delà d'un billet de 5 €. Le conflit arriva exactement comme Jean-Louis Beaumont l'avait prévu, rapide, violent et vêtu de soie. Quelques jours après la réécriture de son testament, l'atmosphère changea à l'intérieur de sa maison. Des appels restèrent sans réponse. Des invitations se perdirent soudainement. Philippe cessa toute feinte de sollicitude, sa voix devenant sèche et transactionnelle à chaque échange. Isabelle oscillait entre une politesse glaciale et une colère à peine voilée, sondant Jean-Louis avec des questions qui n'en étaient pas vraiment, sur les médicaments, sur sa clarté mentale. Les gens commencent à s'inquiéter pour toi, dit-elle un après-midi, le sourire trop crispé pour être sincère. Courir la ville déguisée en sans-abri n'est pas vraiment rassurant pour le conseil. Jean-Louis perçut la menace sous le vernis de l'inquiétude. Bientôt, la pression s'intensifia. Les avocats adoptèrent un langage précautionneux. Des conseillers suggérèrent des réévaluations. Un psychiatre fut recommandé, puis imposé. On appelait cela de la sollicitude, mais Jean-Louis reconnut ce que c'était réellement, une tentative de reprendre le contrôle, de miner sa compétence avant qu'il ne soit trop tard. Ils ignoraient qu'il avait déjà 3 coups d'avance. Tard une nuit, tandis que la pluie traçait de lentes lignes sur les fenêtres de son appartement haussmannien, Jean-Louis était assis face à son avocat. Les documents étalés entre eux ressemblaient à une carte de bataille. Ils s'en prendront à elle, dit l'avocat à voix basse. S'ils ne peuvent pas annuler le testament, ils discréditeront la bénéficiaire. Jean-Louis acquiesça. C'est pour ça que la fiducie est scellée. C'est pour ça qu'elle ne saura rien, pas encore. Il se renversa contre le dossier, toussa violemment dans un mouchoir, puis se reprit. Mes enfants comprennent le pouvoir. Ils ne comprennent pas la retenue. Ils se dévoileront. Et ils le firent. Des détectives privés furent engagés. On chercha des scandales là où il n'y en avait pas. Les murmures commencèrent. Une serveuse. Influence indue. Manipulation. Tout était soigneusement semé. Tout était conçu pour préparer le terrain à la guerre. Pendant ce temps, Claire Moreau continuait de vivre, ignorante de la tempête qui s'amassait autour de son nom. Elle essuyait des comptoirs, comptait ses pourboires, accompagnait sa fille à l'école avec la même détermination silencieuse que toujours. Elle ne savait pas que sa gentillesse faisait l'objet de discussions dans des cabinets d'avocats et des salles à manger privées, par des gens qui n'en avaient jamais montré la moindre trace. Jean-Louis observait tout se déployer avec une lucidité sombre. C'était le prix à payer pour avoir choisi le juste plutôt que le facile. Un soir, après que Philippe eut quitté une réunion en claquant la porte et qu'Isabelle eut menacé de rendre l'affaire publique, Jean-Louis prononça enfin les mots qu'il retenait depuis des années. « Vous ne méritez pas ce que j'ai bâti, dit-il calmement. Et vous ne l'avez jamais mérité. » Le silence qui suivit était électrique. Ils partirent furieux. Jean-Louis resta seul, mais pour la première fois pas solitaire. Car même si ses forces déclinaient, sa résolution, elle, ne faiblissait pas. Il avait tracé la ligne, et quelle que soit la violence du retour de flamme, une chose restait inébranlable. La gentillesse avait défié le pouvoir, et le pouvoir avait peur. Le moment arriva, non avec le tonnerre, mais avec un silence si lourd qu'il écrasait chaque respiration dans la pièce. La lecture du testament eut lieu dans la bibliothèque privée de Jean-Louis Beaumont, au mur tapissé de livres que personne dans sa famille n'avait jamais lus. La lumière du soleil filtrait par de hautes fenêtres, comme un dernier témoin. Philippe était assis, la mâchoire crispée. Isabelle faisait les 100 pas, les talons claquant en rythme sec et impatient. Il ne pleurait pas.
Ils attendaient de percevoir. L'avocat de Jean-Louis s'éclaircit la gorge et commença. D'abord, les mots n'étaient que des formalités anodines, des reconnaissances, de petits objets personnels. Philippe se détendit, échangeant un regard rapide avec sa sœur. Tout se déroulait exactement comme prévu. Puis tout bascula. À mon fils, Philippe, lut l'avocat d'un ton égal, je lègue ma collection de boutons de manchette, sans aucun intérêt de contrôle, sans actif financier, et sans aucune autorité au sein du groupe Beaumont. Philippe éclata d'un rire bref, incrédule. Ce n'est pas drôle. L'avocat ne leva pas les yeux. À ma fille, Isabelle, poursuivit-il, je lègue le portrait de sa mère, dans l'espoir qu'il lui rappelle la compassion qu'elle n'a jamais appris à pratiquer. Je ne lui laisse aucune participation, aucun actif financier, aucune autorité. Le visage d'Isabelle se vida de sa couleur. C'est insensé, murmura-t-elle. Il était malade. Ça ne peut pas être légal. L'avocat tourna la page. Le reste de mon patrimoine, les propriétés et les actifs de mon entreprise, est légué en totalité à une seule bénéficiaire. Les deux frères et sœurs se penchèrent en avant. Qui ? Exigea Philippe. La pièce sembla se contracter lorsque l'avocat prononça le nom. Claire Moreau. Le silence éclata. Une serveuse. Hurla Isabelle. Vous dites qu'il a tout donné à une serveuse ? Oui, répondit calmement l'avocat. Avec effet immédiat. La rage explosa. Menaces, accusations, promesses de procès. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Jean-Louis avait anticipé chaque mouvement, verrouillé chaque porte, scellé chaque faille. Le testament était inattaquable. La vérité était inévitable. À des kilomètres de là, sous les néons vacillants du bistrot, Claire Moreau raclait des assiettes, sans savoir que sa vie venait de se scinder en un avant et un après. Elle se préoccupait toujours du loyer, comptait toujours ses pourboires, planifiait toujours son service du lendemain. Quand la berline noire se gara enfin devant le bistrot et qu'un homme en costume sur mesure demanda son nom, Claire ne ressentit que de la peur, ni excitation, ni espoir. Elle ignorait que le billet de 5 € qu'elle n'avait jamais accepté lui revenait désormais sous la forme d'un empire. Et à cet instant, lorsque la gentillesse entra en collision avec le pouvoir, le monde bascula, rappelant à tous que parfois les plus grands tournants ne naissent ni de l'ambition ni de la force, mais d'un choix discret, traiter un inconnu comme un être humain. Claire Moreau ne se sentit pas riche en quittant le bistrot ce soir-là. Elle se sentit terrifiée. La berline noire attendait calmement le long du trottoir, la pluie embrumant le pavé, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Quand l'avocat lui expliqua enfin qui était réellement Jean-Louis Beaumont et ce qu'il lui avait laissé, les jambes de Claire faillirent céder. Un empire. Des milliards. Un pouvoir qu'elle n'avait jamais demandé ni imaginé. Sa première pensée ne fut pas l'excitation. Ce fut sa fille. La sécurité. La responsabilité. Les enfants de Jean-Louis criaient à la trahison. Les médias criaient au scandale. Les salles de conseil tremblaient. Mais Claire ne cria pas. Elle resta immobile, serrant la main de sa fille, se souvenant de l'homme transi qui avait eu besoin de soupe plus que de statue. Elle comprit alors ce que Jean-Louis avait vu. La richesse ne révèle pas le caractère. Elle le met à l'épreuve. Et la gentillesse, lorsqu'elle est donnée librement, a une façon de survivre au pouvoir. Claire ne devint pas ce que le monde attendait d'une milliardaire. Elle devint ce que le monde voit rarement, quelqu'un qui se souvient d'où il vient. Elle paya des dettes en silence, protégea les travailleurs à voix haute, transforma des bâtiments vides en refuges. Et chaque mardi soir, elle et sa fille s'asseyaient dans une cuisine modeste pour partager une soupe, comme avant. Jean-Louis Beaumont avait bâti un empire avec de l'argent. Claire Moreau le reconstruisit avec de l'humanité. Cette histoire nous enseigne quelque chose de profond. On ne sait jamais qui observe la façon dont on traite les autres quand il n'y a rien à gagner. Le véritable caractère ne se révèle pas dans les moments de récompense, mais dans les moments de choix. La gentillesse donnée sans attente n'est jamais perdue. Elle voyage. Elle résonne. Elle change des vies, y compris la vôtre. Et maintenant, à vous la parole. Si vous aviez été clair, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous rendu les 5 € ou les auriez-vous gardés ? Partagez votre avis. Votre histoire compte. Et si ce récit vous a touché, pensez à aimer,
à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer d'autres histoires humaines fortes comme celle-ci. Parce que parfois, le plus petit geste de bonté crée le plus grand des héritages.